Bonjour, bienvenue à la conversation à quoi on rêve. J'en reviens pas, on est rendu à la 13e semaine. J'en reviens pas, mais je suis très heureuse. Vous savez, le but de ces conversations-là, c'est pour inspirer, c'est pour ouvrir nos angles de vue, c'est pour donner la parole à différentes personnes qui ont des visions pour le futur, en espérant qu'avec ça, on puisse engager des conversations importantes dans les organisations, dans les familles, dans la société en général, et de profiter de tout ça pour pouvoir créer un monde du travail qui convient aux humains, version de notre époque. Alors, cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Guillemette. Bonjour. Salut, merci d'être là. Plaisir. Alors, je vais parler en bref de ta bio avant qu'on saute dans notre sujet. Donc, tu as débuté ta carrière en sécurité financière. Je nomme quelques éléments parce qu'il y avait tellement de choses. Un autre élément non négligeable, c'est que tu as créé en 93, c'est quand même un bout de temps, un plan d'affaires sur 5 ans. 50. Hein? 50 ans, pardon. Tu manques 50 ans. Et ton but, c'était de créer une entreprise avec une croissance illimitée par acquisition et tu voulais aussi créer un modèle organisationnel avec une culture d'entreprise sans patron et hiérarchie. Donc, ça, c'est vraiment une grosse particularité de ton parcours. Et un autre élément que je trouve charmant et non négligeable à ton histoire, c'est que tu es marié à une artiste et ensemble, vous avez eu 7 enfants, dont 6 ont été adoptés et aujourd'hui, tu es grand-père de 12 petits-enfants, malgré ton jeune âge. Bientôt 13. Bientôt 13, mais félicitations. Tu es aussi blogueur dans la revue Conseiller sous la rubrique Bonne conduite. Ton rêve, toi, c'est justement en lien avec ton fameux plan d'affaires, c'est un modèle de gouvernance sans hiérarchie ni jeu de pouvoir. On va en parler, c'est le sujet de notre live aujourd'hui. Avant de commencer, je ne sais pas si je te l'avais dit, Daniel, mais à chaque fois, je pose 3 questions brise-glace, puis ça nous permet un peu de connaître l'humain derrière le personnage que j'interviewe. Donc, ma première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu as lu qui t'a marqué puis qui pourrait comme vivre en permanence sur ta table de chevet parce que tu pourrais le relire? Excellente question. Il y avait, Zig Ziglar qui avait écrit un livre à l'époque, puis que j'avais trouvé particulièrement intéressant parce que c'était basé sur des aspects humains. Donc, ça traite de l'humain. Donc, c'est très, très, très inspirant pour moi. Ça fait le titre? Malheureusement, non. Mais j'ai quand même bâti ma vie un peu autour de certains éléments de ça. Okay. Mais mes plus grandes lectures, c'est en fiscalité, donc pas particulièrement excitant. Ben, on s'excite chacun à notre façon. En fait, toi, personnellement, quand tu étais petit, là, le premier métier auquel tu as rêvé, c'est quoi que tu voulais faire quand tu allais être grand? Ah, quelle drôle de question. J'avais pas tant de rêve par rapport à ça. J'avais aucune espèce d'idée. Je me suis lancé dans une carrière de conseiller en sécurité financière en 1984 par un hasard basé sur une annonce qui était parue dans le journal. J'avais quitté la maison familiale à l'âge de 15 ans, donc il fallait que je m'organise avec mes trucs à partir de ce moment-là. Donc, je veux dire, c'est comme j'avais pas accès dans une famille très modeste, un coin très de Sherbrooke, même une banlieue de Sherbrooke, si ça existe. Et donc, j'avais pas tant d'accès à tout ce qui était dans le monde peut-être de la grande ville. Puis évidemment, j'ai trouvé la carrière de conseiller en sécurité financière à l'âge de 19 ans. Donc, puis je suis devenu bon immédiatement, puis j'ai aimé ça immédiatement. Donc, après ça, il n'y avait pas d'autre option pour moi. Puis tu as commencé ça à quel âge? 19. OK, quand même. OK. Oui. Puis ma dernière question, c'est, tu sais, dans la vie, là, on a beau être super aligné, puis super concentré, puis focus, il y a toujours des moments où on se décentre, puis on perd un peu
notre direction. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand ça t'arrive? C'est quoi ta pratique personnelle pour te ramener? Je suis un adepte du karaté depuis mon très, très jeune âge. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Donc, c'est pas quelque chose avec lequel je me bats. Pour être honnête, la discipline, je suis toujours extrêmement focus, toujours extrêmement organisé, structuré dans mes trucs. Par contre, ben, j'ai quand même je vais dire, l'esprit un peu artistique ou dans les nuages. Alors, mais j'aime et je me lance volontairement dans le vide. Mais c'est pas difficile pour moi. Malheureusement, j'ai pas de truc intelligent à donner à qui que ce soit. Non, mais en fait, ce que j'entends, c'est que tu as une pratique régulière qui entretient peut-être ce focus-là puis cet alignement-là, donc dans le fond. Mon plan 50 ans a été suivi à la lettre depuis 1993. C'est comme évidemment avec des ajustements qui s'imposent parce que tu peux pas tout prévoir 50 ans d'avance, mais je suis très, très, très focus sur mon plan. Ouais. C'est pas notre sujet aujourd'hui, mais je dois te dire que ceci m'impressionne beaucoup parce que j'ai vu tellement souvent même des plans, tu sais, sur 6 mois, 1 an dans nos organisations qui ont de la misère à être suivis. 50 ans, c'est quand même assez impressionnant. J'en profite pour saluer les gens qui nous écoutent. Si jamais vous voulez intervenir, poser des questions, ben, je vous rappelle que vous avez simplement à écrire dans la section du chat, puis je vais pouvoir les voir. Donc, on arrive à ton rêve, mon cher, qui est tout à fait justement en lien avec ton fameux plan sur 50 ans. Toi, tu souhaites, ben, tu l'as souhaité pour toi, mais tu le souhaites aussi pour les autres, qu'on arrive à créer des modèles de gouvernance qui sont sans hiérarchie et sans jeu de pouvoir. Donc, je vais te laisser expliquer ce que tu veux dire, toi, par là, puis pourquoi c'est une aspiration que tu as pas juste pour toi, mais aussi pour les autres organisations. Probablement c'est parti d'un désir personnel de ne jamais me faire contrôler par qui que ce soit. Et donc, parce que je suis allergique au contrôle d'une personne sur une autre personne, bien évidemment, je voulais m'assurer que dans l'organisation chez nous, on était pour se comporter de cette manière-là. Maintenant, ce que j'observe lorsqu'on gagne ce pari-là, c'est que les gens, l'épanouissement des gens est multiplié, décuplé par rapport aux environnements où on est pris dans le monde de la hiérarchie. La hiérarchie étant évidemment le modèle de gouvernance le plus répandu sur la planète depuis quand même longtemps. Qui donne beaucoup de pouvoir à une personne. La même personne va déléguer une partie de ses pouvoirs à d'autres personnes, puis après ça, ben, ça va descendre jusqu'en bas. Ouais, puis à la fin, ben à la fin de la chaîne, les gens ont zéro pouvoir. C'est comme sauf se présenter au travail et puis utiliser leurs 2 bras, mais pas nécessairement leur cerveau. Et c'est un modèle qui, de mon point de vue, dans la société actuelle, considérant la complexité et puis la cadence des changements dans les conditions qui nous entourent, est un modèle qui est très handicapé. Donc, handicapant, en fait. Si on travaille en hiérarchie, ça nous bloque. C'est ça que tu dis. Tout à fait, absolument. En fait, le modèle hiérarchique est handicapant pour les entreprises qui veulent augmenter leur agilité. Ouais. Augmenter l'agilité, il y a une bonne raison pour vouloir l'augmenter. C'est justement pour augmenter ta capacité à t'adapter aux conditions changeantes, puis à la cadence des conditions changeantes. Et nous, ce qu'on a développé chez nous, les équipes, on appelle ça des escouades chez nous. Donc, les gens sont sélectionnés en fonction de leur type de personnalité pour joindre une escouade, faisant en sorte que ce soit plus facile pour eux de communiquer. Avec 3 mots, tu as compris 3 paragraphes. Et une fois intégré dans ces escouades-là, on voit la valeur de l'utilisation de l'intelligence collective. Puis comme il n'y a pas de jeu de pouvoir à l'interne, c'est impossible dans notre modèle de gouvernance
comme de l'avancement, avoir de l'avancement. L'avancement dans le modèle qu'on connaît, ça veut dire avoir du pouvoir éventuellement sur d'autres personnes. Donc oui, monter dans l'échelle hiérarchique. Exact, exact. Donc, nous, d'entrée de jeu, quand tu arrives dans notre environnement, on te le dit avant de commencer, ça arrivera jamais. Donc, malheureusement ou heureusement, tu n'auras jamais de pouvoir sur d'autres personnes. Alors, qu'est-ce que ça fait, évidemment, ce genre d'environnement-là? Ça permet à certaines personnes de s'épanouir davantage. Et on les voit fleurir, littéralement, en tant qu'être humain, on les voit fleurir parce que là, tout à coup, elles sont libres d'utiliser leur plein potentiel. Et je vais te poser une question par rapport à ça, parce que je recule un peu, là. Juste, quand tu as cette intention-là, OK? Toi, tu es très clair sur ce que tu veux dire, ça part d'un désir puis d'un besoin très personnel que toi, tu as ressenti, là, de pas pas aimer la notion de pouvoir. Mais quand tu engages les gens, comment tu fais? Parce que, tu sais, traditionnellement, les gens, là, ils ont travaillé probablement dans des environnements puis des cultures complètement autres. Puis on se formate à la vie au travail avec nos expériences passées. Fait que, est-ce que tu as l'impression, ma question c'est ça, est-ce que tu as l'impression que les gens, il faut qu'ils se déprogramment ou toi, tu arrives à trouver des gens qui ont déjà les caractéristiques qui fait qu'ils ont tout pour comme... C'est bon. Excellente question. Très différente probablement que les gens expérimentent, à moins qu'ils commencent premier job chez vous. Mais si on travaillait ailleurs, comment se passe l'adaptation? Qu'est-ce qu'ils désapprennent? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils apprennent concrètement, là? C'est solide ta question, merci. En fait, ça part même avant le travail. Le modèle scolaire, c'est un modèle hiérarchisé, mais au possible. Alors déjà, donc, on se fait programmer comme des robots à la petite école. Et dans des cases, beaucoup. Oui. Hein? Tout à fait, absolument. Puis il y a le directeur de l'école qui est le pouvoir suprême dans l'école. Donc déjà, on a un modèle hiérarchique très fort. Après ça, les professeurs qui ont de l'autorité, puis les enfants qui doivent suivre les directives. Donc, on est conditionné dès le départ. On arrive dans l'entreprise et puis on n'est pas déstabilisé lorsqu'on arrive dans un modèle hiérarchique au travail parce que, je veux dire, c'est juste la suite logique. Quand on débarque chez nous, bien évidemment, c'est un choc culturel spectaculaire. Les gens qui ont passé, mettons, toute leur vie jusqu'à la quarantaine ou plus, très difficile au départ de comprendre. Tu sais, première des choses, c'est plein de points d'interrogation dans l'esprit de tout le monde. Les plus jeunes, je veux dire, les jeunes générations, ils sautent dans notre univers à pieds joints, puis ils nous embrassent dès le départ parce que ça rejoint. Tu sais, on voit les jeunes générations s'opposer au pouvoir, s'opposer le mouvement MeToo. Bref, on a eu une tonne d'exemples, les casseroles. Donc, on a eu des beaux exemples de la révolte des jeunes générations face au pouvoir des générations précédentes. Alors, quand ils débarquent chez nous, c'est un wow instantané. Les plus difficiles à convaincre, c'est ceux qui ont travaillé fort pour avoir du pouvoir un jour. Et là, on leur dit finalement, ben écoute, ça n'existe pas chez nous, donc j'ai travaillé toutes ces années-là pour en avoir, puis là, j'en aurais pas. Donc, c'est très, très, très difficile de s'adapter à cette nouvelle réalité. Est-ce que c'est impossible? La réponse, c'est non. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de créer une école de formation, même qui va s'appeler, en fait, le Centre Vivant Astéris, dont la mission va justement être d'être, je dirais, notre centre de recherche, notre école de formation et d'accompagnement pour les gens qui se joignent à notre organisation, parce que notre rythme de croissance est extrêmement rapide. Alors, c'est de plus en plus difficile, malgré que la culture, elle est très solidement établie. Une personne qui entre et qui se comporte de manière anticulturelle chez nous va se faire éjecter rapidement, mais on veut pas que les gens se fassent éjecter, on veut que les gens se joignent parce qu'on a une mission meilleur humain, meilleur monde, donc on aimerait que les gens réussissent à s'adapter à ça. Puis, évidemment, on va mettre en place une école de formation pour leur permettre, avec des étapes, c'est comme un processus bien établi. Voici par quoi on commence. Donc, l'ego, c'est quelque chose qu'il faut éliminer dans ce type d'environnement-là.
le besoin ou le désir de jouer des jeux de pouvoir, il faut que ça disparaisse. Donc, tout ce qui s'appelle, tout ce qui est dans le chemin, qui nous empêcherait de travailler avec cette personne-là de manière efficace, bien évidemment, on doit le mettre dans un processus. Là, moi, tu sais que tu parles à une convaincue, puis on s'est parlé quelques fois avant, mais je vais me mettre dans la peau du sceptique, OK? Oui. Je pense que ce que tu évoques là, c'est appétissant, puis ça a l'air intéressant et positif pour la plupart des humains. Mais mettons que moi, je suis un sceptique, puis je suis comme, OK, mais Daniel, toi, ça marche vraiment comme ça dans ton organisation, puis même, je dirais, tes organisations. Est-ce que ce que tu nous racontes là, tu l'as testé, éprouvé, validé dans le concret de la business? Oui. Ben, en fin de compte, il faut dire que, tu sais, je ne voudrais pas me vanter d'être seul sur la planète. Il y a quand même 400 entreprises à l'échelle mondiale qui se sont converties à un modèle horizontal. C'est pas beaucoup, mais il y a quand même des exemples frappants. Decathlon, c'en est un bel exemple. Oui. Tout près de 100 000 employés, 53 pays, 18 milliards de chiffre d'affaires aux dernières nouvelles. Donc, c'est la preuve que c'est quelque chose de possible. Ça marche, exactement. Nous, à l'interne, ben, on le voit. Puis les gens qui nous observent, donc qui voient notre personnel, qui voient notre organisation, les gens comprennent, ils voient que ça fonctionne, mais ils comprennent pas exactement comment ça fonctionne. Donc, mais la réponse, c'est oui. C'est testé, ça fonctionne à vitesse grand V. Les gens sont épanouis comme rarement on voit dans le modèle hiérarchique parce que ils opèrent dans un environnement sécuritaire. Un exemple simple que je pourrais donner, c'est qu'à un moment donné, j'avais demandé à mes adjointes, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, commettre au moins une erreur grave suffisamment critique à chaque année, chacune d'entre vous, suffisamment grave pour déstabiliser complètement l'entreprise. Ce que ça permet à tout le monde, c'est de prendre des initiatives. Essayer des affaires, oui. Oui, sans risquer de perdre ton emploi. Il n'y a pas de patron qui va te réprimander parce que ça n'existe pas. Et là, à ce moment-là, tout à coup, tu vois des gens qui auraient tu sais, comme bien enfouis à l'intérieur d'eux-mêmes, dans le modèle hiérarchique, le besoin ou le désir ou la capacité de prendre des initiatives. Et là, tout à coup, ben, ça se met à éclore. Donc, on a vu des personnes transformées, comme si c'était une chenille qui était devenue un papillon. Puis ça, ben, je l'ai vu à répétition. Wow. Puis, une autre question concrète dans la peau du sceptique, là. Surtout dans la grande entreprise, tu sais, quand c'est plus petit, on dirait que je pense que pour le sceptique, c'est plus facile de comprendre que ça peut marcher comme ça. Mais quand ça devient plus gros, là, comment tu évalues les gens? Comment tu sais qu'ils travaillent pour vrai? Comment vous structurez ça? Parce que, tu sais, la hiérarchie et les jeux de pouvoir, ils ont souvent été regardés d'une façon de rendre les choses efficaces, tu sais. L'intention était positive à la base. Il y a plein d'impacts négatifs. Mais chez vous, là, dans ton modèle, qu'est-ce qui remplace ça pour, parce que j'imagine que tu veux de la performance, puis tu veux de la rentabilité, puis tu veux que les gens donnent leur plein potentiel. Fait que ça passe par quoi dans ton modèle? Excellent. Écoute, dans un premier temps, ce qu'on pourrait décrire comme particulier, il y a le fait que, appelons ça le peer pressure, là. Quand tu intègres une escouade, évidemment, on a tous le même type de personnalité, les mêmes traits dominants de personnalité dans l'escouade. Ça, c'est la première chose. Donc, je parlais tantôt de la communication à l'interne, mais aussi la même mission qui est donnée à chacune des escouades, qui est de toujours fournir la meilleure réponse la première fois dans les meilleurs délais. Donc, dès l'instant où tu reçois une demande, où tu es témoin d'un risque, d'une opportunité, d'une crise, peu importe, ta mission en tant que membre de l'escouade, c'est de toujours fournir la meilleure réponse la première fois dans les meilleurs délais. Si tu es incapable de résoudre par toi-même, à ce moment-là, tu tournes du côté de ton escouade et tu cherches le chemin le plus court qui est de peut-être trouver à l'interne une personne capable de résoudre. Si c'est impossible, là, à ce moment-là, on va lancer un commando. Donc, il y a quelqu'un, et là, on va faire apparaître la hiérarchie, mais c'est de la hiérarchie ponctuelle, c'est pas de la hiérarchie structurelle. Okay? La hiérarchie ponctuelle, c'est parce qu'elle apparaît à cause d'un besoin spécifique.
on veut résoudre, puis on n'est pas capable de résoudre à l'interne, on crée une expédition, que nous, on appelle un commando. Il y a quelqu'un qui va prendre le lead, donc qui va être le chef de commando. Alors, c'est là que je dis qu'il y a de la hiérarchie ponctuelle qui apparaît. C'est qu'il y a une personne qui doit leader le show. Le porteur du ballon, là. Oui, exactement. Il prend l'imputabilité de la chose à résoudre et il va se tourner vers d'autres escouades pour aller chercher les ressources qui lui manquent pour résoudre. On pourrait même aller chercher des ressources externes. Mais là, à ce moment-là, tu comprendras que fort probablement qu'il va falloir faire intervenir Squad Finance pour savoir si on a le budget pour payer la ressource externe. On va peut-être faire intervenir Squad Juridique pour les questions de contrat et tout le tralala. Donc, on va aller chercher des snipers, tu sais, si on pouvait faire un parallèle avec le modèle militaire. Donc, on va aller chercher nos snipers pour être sûr d'accomplir notre mission la première fois dans les meilleurs délais, puis avec la meilleure réponse, OK? Et en dernier recours, si on est absolument incapable de résoudre à travers le commando ou que c'est beaucoup plus complexe puisque ça demande de résoudre un problème de fond, là, à ce moment-là, on va lancer une charrette Grundsatzfragen qui est un forum de conversation sur des questions fondamentales, donc des grandes questions de fond, sans réponse. Donc, on n'a pas le droit de répondre à la question par des réponses. On doit répondre à la question par des questions, puis jusqu'à ce que, à un moment donné, la solution apparaisse aux yeux de tout le groupe. Alors ça, c'est le dernier chemin, c'est le chemin le plus long pour répondre, fournir la meilleure réponse la première fois dans les meilleurs délais. Donc, on voit à peu près le cheminement que ça prend, le processus. Est-ce qu'une personne dans une escouade peut se cacher dans son coin, pas travailler, puis c'est le peer pressure qui empêche ça. Nous, on a un modèle avec vacances illimitées, donc tout le monde chez nous a accès à un programme de vacances illimitées payé. Donc, il y en a pas de limite. Contractuellement, la loi te permet d'avoir tant de semaines de vacances par année, mais nous, on ne limite pas ça. Fais juste t'arranger avec ton escouade, organisez-vous entre vous. Nous, ce qu'on s'attend, c'est que l'escouade rende un service à chaque fois qu'il y a une demande qui lui est adressée. Ça veut dire que les escouades ont des mandats clairs ou des rôles, tu sais, donc pour qu'ils soient capables de s'organiser, le groupe a des missions, c'est ça? En fait, la mission, c'est fournir la meilleure réponse la première fois dans les meilleurs délais. À chaque fois. Règle, finalement. Exact. Donc, tout ce qui arrive dans l'escouade doit être résolu le plus rapidement possible. Les meilleurs délais, c'est du point de vue de l'escouade, mais ça doit être raisonnable pour la personne qui demande, évidemment. Puis ça, c'est ta manière dont ton entreprise Diversico, qui est un cabinet de solutions financières, hein, n'est-ce pas, qui fonctionne comme ça. Puis tu as d'autres organisations aussi dans ton environnement qui travaillent sous ce modèle dont tu me parles. Tu l'as testé dans d'autres environnements aussi? Oui, ben en fin de compte, toutes nos entreprises connexes sont toutes. Bien, en fin de compte, c'est logique parce que tu peux pas avoir une désynchronisation dans le message parce que nous, l'embauche se fait avec, première des choses, avec le profil. Ensuite, très rapidement, on passe à une session on va dire, d'immersion culturelle. Okay. Alors, donc, on explique qui on est. Tu débarques dans un univers qui t'est inconnu. Puis là, ben, on met ton orteil ici, met ton orteil là. Tu sais, teste la température de l'eau sur un paquet de trucs. Mais tu vas juste rester en surface pour tout de suite. Mais au moins, on te fait voir les éléments les plus importants, dont, par exemple, je disais tantôt, l'impossibilité d'avancement. Nous, c'est de l'avancement horizontal en fonction de tes nouvelles passions, le développement de tes nouvelles compétences, puis tu vas aller trouver dans l'organisation un endroit où tu peux apporter ta contribution maximale en fonction de là où tu es rendu dans ta vie. Mais ça ne sera jamais en exerçant du pouvoir sur d'autres personnes. Puis, ça fait quand même un bout de temps que tu roules tes organisations dans ce modèle-là. Est-ce que tu as remarqué une différence au niveau, par exemple, de la rétention des employés? Est-ce que les gens reste plus, parce qu'on le sait que le roulement, en tout cas, jusqu'à il n'y a pas longtemps, était quand même des fois assez présent dans certains domaines, là?
Ben, je sais pas à combien de reprises je me suis fait dire que je reçois des offres d'emploi de partout parce qu'on est connu évidemment comme le cabinet de services financiers qui a les ressources humaines, appelons ça comme ça. En fait que les gens ils viennent vers toi, ils se proposent des candidatures. Ouais. On reçoit des CV toutes les semaines, là, je veux dire, de gens qui, à répétition, là, qui continuent de nous envoyer leur CV dans pour en avoir d'autres encore. Ouais. Puis je sais pas combien d'employés nous ont dit chez nous, ça je l'ai entendu constamment, là, je veux dire, même au double du salaire, jamais que je partirais de chez Diversico. Nous autres, on est COVID-proof depuis 6-7 ans. Là, je veux dire, tout le monde travaille à partir du domicile, puis on n'a pas à surveiller les heures de travail de notre personnel. Le niveau d'engagement, il est spectaculaire parce que les gens sont des vraies personnes, des vrais êtres humains dans l'organisation. Là, toi, tu avais eu cette vision-là, entre parenthèses, à un très jeune âge, à une époque où c'était quand même pas un sujet bien commun là, de parler de non-hiérarchie et pas de pouvoir. Tu aurais pu décider de le faire pour ta business, pour tes entreprises, puis comme rester dans ta bulle. Mais là, Cevia, que tu as mentionné tantôt, qui est le centre... Vivant Astéris. Tu vas nous expliquer c'est quoi? Parce que ça sort de ton nombril. Là. Ça, c'est en mode j'ouvre, puis j'ai fait une invitation aux autres. Oui. Alors, parle-moi de Cevia, de ce que c'est, puis de la motivation d'avoir décidé, t'aurais pu d'investir de l'énergie pour comme créer, pour que ça prenne une ampleur hors de ton propre réseau d'entreprise. Oui, ben, tu sais, comme tantôt, merci beaucoup d'avoir souligné, j'ai 7 enfants et 12 petits-enfants. J'ai remarqué que ma génération à moi, je vais avoir 55 ans cette année, on a quand même brisé plein de trucs dans notre passage sur cette terre. Et j'ai commencé à devenir de plus en plus préoccupé par l'empreinte qu'on laisse les gens de ma génération. Et parce que, évidemment, je veux dire, l'argent, c'est correct, là, mais tu sais, comme c'est pas, j'ai pas tant de plaisir que ça à prendre un bill de 100 pièces puis à le serrer dans mes bras. Mais quand je sers mes petits-enfants ou mes enfants, là, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Ouais. Donc, c'était devenu de plus en plus important pour moi de me lancer davantage dans un projet visant à laisser une empreinte positive, même pas une empreinte neutre. Tu sais, parce que il y a plein d'entreprises qui veulent laisser une empreinte neutre, mais nous autres, c'était pas satisfaisant pour nous. Et puis, on voit l'impact que notre style de gouvernance a sur l'indice de bonheur des gens qui travaillent chez nous. Et on a commencé à se questionner sur quelle est notre vraie mission. Est-ce que c'est d'offrir des services financiers? Bon, c'est cool, mais tu sais, comme on diminue l'anxiété financière. C'est un peu une manière de contribuer jusqu'à un certain point à avoir un meilleur monde éventuellement, mais c'est très limité comme intervention. Là. Puis, tu sais, comme on a 70 000 clients autour d'eux, ben, je veux dire, si on influence une personne à la fois, si on en influence 70 000 sur 7 milliards et plus, c'est pas un impact, c'est pas satisfaisant du tout. Donc, ce qu'on a commencé à vouloir mettre en place, c'était une vraie mission engageante, enrôlante pour toute l'organisation, et on est arrivé avec meilleur humain, meilleur monde. Donc, on veut contribuer à un meilleur monde, puis ça passe par de plus en plus de meilleurs humains. Là, bon, on s'est posé la question comment on peut influencer le plus d'humains à devenir de meilleurs humains. On sait qu'il y a, c'est comme une étoile polaire, comme c'est une destination recherchée. On retrouve notre chemin en regardant l'étoile polaire, mais on sait qu'on n'y touchera jamais. C'est une Par quête. contre, c'est une quête perpétuelle, effectivement. Donc, ça, c'était l'objectif qu'on avait. Donc, meilleur humain, meilleur monde, Cevia est né pour cette raison-là, parce que on s'est dit, le plus gros levier qu'on a pour influencer le plus grand nombre d'humains sur la planète, c'est les entreprises. Première des choses, les entreprises font partie du problème. C'est eux qui ont pollué la planète. Ouais. C'est eux qui ont scrappé des humains avec le modèle hiérarchique. Et donc, on va tenter le mieux qu'on peut de les utiliser comme levier pour réparer les gaffes. OK? Et comment on va y arriver? Ben, ça va être en étant nous-mêmes un modèle à suivre,
Et après ça, ben, en expliquant aux autres comment on y est arrivé. Et ça va être à travers, ça va se faire à travers le Centre Sovia, qui est en fait, il y a 3 éléments dans le Centre Sovia. Il y a le centre de recherche. Donc, on a une artiste chercheuse qui, en fait, qui est en train de faire sa thèse de triple doctorat sur le modèle de gouvernance de Diversico, mais aussi, évidemment, sur toute la recherche scientifique qui est faite à l'échelle planétaire. Donc, nous, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un centre de recherche qui, d'ailleurs, à qui on a soumis notre propre culture au ballottage, parce que notre intention est d'opérer dans la culture qui, aujourd'hui, compte tenu de toutes les connaissances scientifiques, est sans limite. Nous, on croit, mais on n'est pas objectif du tout, là. On croit que notre style de gouvernance on n'a pas été capable de trouver ses limites. Alors que si tu me demandes, est-ce que le modèle hiérarchique a des limites, je suis capable d'en t'en sortir 4 pages sans effort. Notre modèle, on n'est pas capable de les voir, mais parce qu'on n'est pas objectif, on a demandé justement à l'artiste chercheuse de fouiller, de nous enquêter, de nous ausculter. Et ça, on va se servir de ça pour alimenter notre centre de formation et notre centre d'accompagnement, parce que juste former, ça sera certainement pas suffisant parce qu'il y a tout un processus d'accompagnement qui est requis pour s'assurer que le ciment va prendre de l'autre côté. Exactement. Mais ça va être offert de façon générique. Ça va être ouvert, là. Ça va être ouvert, effectivement. Pour toi, là. Non, ben non, parce que sinon, on n'aura pas l'impact qu'on recherche. Tu sais, comme comprends-tu, on va influencer les employés chez nous, mais après ça, je veux dire, ça s'arrêterait là. Donc, ce serait très, très, très limitatif si on se limitait à nous. Je souligne le point de l'artiste-chercheur, puis j'ai lu quelque part dans un truc où tu avais un article qui parlait de toi, où tu disais que tu pensais que c'était important de se tourner vers les artistes parce que ça demandait du charisme de cette transformation-là et tout ça. Fait que j'aimerais que tu m'en parles un peu de du lien que tu fais avec l'importance d'infuser ça avec une dimension artistique. Les leaders d'organisation, certains sont très charismatiques. Si on pense à Elon Musk, il est capable d'enrôler pratiquement toute la planète. Ouais. Mais c'est pas tous les leaders d'organisation qui ont ce charisme-là. La transformation d'une organisation d'un point de vue culturel, c'est une grande transformation. Clairement. En fait, moi, j'appelle ça une évolution plus qu'une transformation, mais il y a des personnes qui doivent se transformer avant de pouvoir évoluer. Tout à fait. Et les gens qui sont capables d'influencer d'autres personnes à vouloir évoluer, à renoncer à des pouvoirs, au désir tu comprends-tu? Donc, tu vois un peu les difficultés qui se dressent devant les obstacles, en fait, qui sont dans le chemin. Donc, je voyais les artistes davantage capables, désolé, mon chien est fâché après quelqu'un. Donc, je voyais les artistes capables davantage que des leaders d'organisation très, puis là, évidemment, les types de personnalités, je donnerai pas de cours de formation sur les types de personnalités ici, mais il y a des types de personnalités qui sont très, 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 très cartésiens, très froids, et donc, tu le suis simplement parce qu'il te donne une paye, mais pas parce que tu le suis de manière passionnelle. C'est pas une inspiration ou un choix là, du cœur. Là. Ouais. Non. Tu veux une job, il te donne une job. Ouais. Tu lui fournis du temps, il te donne une paye. Tu sais, comme, bon, voici fin de la relation. C'est ça. Mais pour amorcer un processus de transformation, je voyais davantage les artistes, certains artistes, pas tous, parce qu'il y en a qui sont très, très, très éclatés, ils sont pas capables de prendre une phrase du début puis la rendre jusqu'à la fin. Là, à ce moment-là, à un moment donné, ça devient trop décousu. Mais il y a des artistes qui sont inspirants, qui ont un discours enrôlant. Et donc, je les vois contribuer à côté du leader qui a finalement accepté de faire évoluer son organisation. Je vois
la valeur d'un artiste. Moi, je le vis à l'interne. Donc, il y a une forte présence artistique. D'ailleurs, ce que vous voyez derrière moi, c'est... Oui, parce que ta femme avec qui tu as eu tous ces enfants et petits-enfants est une artiste. Hein? Alors, évidemment, tu es contaminé par la présence de cette femme dans ta vie. Je voudrais faire une parenthèse. Je viens juste de me souvenir de ça. Il y a plusieurs années, j'ai fait un cours à l'Université McGill avec Nancy Adler, qui est une professeure émérite. Et elle, son cours, qui est un cours de leadership qui se donne dans le cadre du MBA avec des gens d'un peu partout sur la planète, son cours, c'est Heart of Leadership. C'est pas juste un titre, là. C'est un cours complètement, tu sais, dans le cours, on va au musée, dans le cours, on fait de la marche méditative silencieuse. Elle prend tous les parallèles, c'est une artiste elle-même, puis elle prend tous les parallèles du processus artistique, puis elle les amène, puis elle les importe dans un contexte leadership. Et c'est un cours où, moi, j'ai vu, moi, je l'ai fait comme un peu étudiante libre, un peu plus comme dans le courant de la mentalité de la prof, mais j'ai vu, moi, les étudiants, là, tu sais, le typique pur HEC, MBA, là, qui ont été, là, révolutionnés. Juste comme, c'était comme un choc émotionnel d'entendre tout ça. Mais j'ai vu à quel point, en cette courte session, c'est un cours qui se donne un peu en intensif, là, je pense sur une dizaine de jours, j'ai vu en quoi d'avoir été exposé à ça, ça a tout de suite eu un impact majeur dans leur vision, parce que ça, c'est les futurs, probablement les futurs dirigeants des organisations sur la planète, tu sais. Donc, cette contamination par l'art, ne serait-ce que dans un processus intensif de 10 jours, a clairement eu de l'impact. Fait que je suis complètement en adéquation avec ton histoire de prendre la vision puis la façon des artistes pour trouver des solutions puis pour changer, tu sais. Pour faire du pouce sur ce que tu dis, si tu permets, il n'y a que les artistes qui sont toujours devant une page blanche avant de commencer leur processus artistique. Les entreprises s'inspirent toujours du passé pour répéter dans le futur ce qu'ils ont fait dans le passé. Les bonnes pratiques, hein? On parle tout le temps de ça, les best practices, là. L'artiste est toujours pris devant une nouvelle toile blanche et il est toujours obligé de se réinventer parce qu'un artiste ne peut pas répéter ce qu'il a fait hier. Tout à fait. Donc, si tu veux créer un futur qui n'était pas destiné à exister, ça prend ce schème de pensée qui est propre à l'artiste. Vraiment intéressant. Je reviens sur Sévia parce que je veux absolument qu'on en parle. Je trouve ça trop excitant comme histoire. C'est que en lien avec cette entité-là, tu es en train, avec tout ton groupe, toute ton équipe, de réfléchir et de concevoir un bureau, un immeuble qui va permettre d'abriter des travailleurs, mais un bureau qui est complètement révolutionnaire. Parle-nous de cette vision d'un lieu au service des humains que tu es en train de travailler avec ton équipe. Merci, c'est intéressant. En fait, l'environnement bâti traditionnel qu'on connaît avec du gyps et puis du béton, puis bon, bref, tous ces trucs-là. L'approche typique, c'est on construit l'immeuble, puis on dit aux gens, adaptez-vous à ça. Pour amorcer un processus d'évolution de l'humain, en vue de créer un jour un meilleur monde, nous, on a cherché à partir de l'humain, puis construire autour de lui ce qui lui convient parfaitement. Et on a trouvé, à travers Living Building Challenge, qui est la certification la plus difficile à obtenir sur la planète présentement, qui est comme le lead building, c'est le bébé handicapé comparé au Living Building Challenge en termes de niveau de complexité. Et nous, on a rajouté à ça, pour être sûr que c'était quasi impossible, on a rajouté à ça le fait qu'on a acheté un immeuble qui a été construit dans les années 1800. Puis là, ben, on veut l'amener autonome en eau, positif en énergie, donc produire plus de 105% de l'énergie qu'il consomme. Un immeuble qui est quasiment impossible à isoler de manière, tu sais, comme quand on pense à comment je dirais, les normes de construction de l'époque, il n'y en avait pas. Donc, c'est 3 rangs de briques que j'ai, moi, qui est l'isolant. Tu sais. Donc,
produire son énergie en quantité suffisante pour démontrer qu'on en fait 105% de ce qu'on consomme. Ouais. Donc, on fait tourner le compteur d'Hydro-Québec à l'envers. Ouais. Et mettre la nature à l'intérieur et aussi une absence complète de produits contaminants pour l'humain. Donc, même la petite rondelle de caoutchouc dans une machine de café, si elle n'est pas approuvée, donc si elle fait s'il y a des contaminants qui sont sur le red list de Living Building Challenge, ben on perd la pétale. Donc, le niveau de complexité est immense. L'objectif, c'est que ce soit un centre vivant. Donc, encore une fois, la présence artistique est capitale parce que oui, il va y avoir un design biophilique. Le design biophilique, essentiellement, c'est la nature à l'intérieur de l'immeuble, mais aussi la beauté, la sensation que tu es dans la nature. Donc, c'est pas de la climatisation, c'est de la ventilation. On utilise, donc, il y a toute une science qu'on est en train de faire développer à toute une série de professionnels qui n'avaient jamais travaillé ensemble en vue justement de créer un environnement semblable à ce qu'on vit si on est autour d'un lac avec le feu qui crépite, le soleil qui descend au loin sur les montagnes, puis le chien qui branle la queue en jouant avec son os. Donc, tu vois à peu près le genre d'émotion qu'on veut créer. En arrivant dans l'immeuble, il faut que la mâchoire te décroche et que tu perdes tes gardes. Donc, que tu abandonnes tes masques parce que on veut t'aider dans ton processus d'évolution. Donc, il fallait trouver une manière de complètement te déstabiliser par rapport à tout ce que tu connais. Et après ça, on pense qu'on a un territoire un petit peu plus propice à t'aider dans ton processus d'évolution. Donc, c'est essentiellement, c'est ce qui est la base du projet. Fait que les gens qui sont curieux par rapport à ça, là, j'imagine que le Living Building Challenge, là, si on Google ça, on va trouver un site, ça, puis des exemples. Puis il y en a qui existent déjà, hein, j'imagine. Quelques-uns. Écoute, on était le 5e immeuble en Amérique du Nord à s'inscrire. Donc, il y en a peut-être quelques-uns qui se sont rajoutés par la suite, là, mais tu sais, comme c'est encore en nombre très, très, très limité, le niveau de complexité est décourageant. Dis-moi, tu sais, je t'entends parler, puis bon, clairement, tu es un gars qui aime les défis, là. Donc, on pourrait penser que ça, c'est comme juste le défi de plus que tu t'es rajouté parce que là, tu es rendu bon à relever des défis. Mais pourquoi tu vas là? Pourquoi tu vas jusque-là? Tu sais, parce que tu me disais toi-même, nous, on est COVID-proof, on a déjà on travaillait déjà en virtuel, tout ça. Mais là, tu as décidé d'aller jusque-là. C'est comme un gros extra par rapport à tout ce que tu fais. Pourquoi? C'est juste pour le fun du défi? Probablement une partie de la réponse qui est là, mais aussi le désir de laisser une empreinte positive à ceux qui ont cru. Tu sais, je fais probablement partie des gens qui ont eu la capacité d'influencer d'autres personnes à le suivre dans son parcours atypique. Je vais dire ça comme ça. Et les gens l'ont fait probablement par, je sais pas, je devrais demander aux gens pourquoi ils ont suivi ma délire, mais tu sais comme ils ont choisi de le faire, ils ont cru, même quand ça semblait un peu farfelu. Puis, ce serait vraiment une belle contribution de ma part de leur remettre entre les mains à eux, parce que là, j'ai des jeunes talents qui sont dans l'organisation, qui ont les dents comme ça, qui veulent changer le monde et qui ont des grandes ambitions. Puis, on peut faire des grandes déclarations, mais quand c'est seulement des mots, ben c'est une grande déclaration. Mais là, ici, nous, on veut aller dans le concret, dans des gestes, dans des actions qui sont visibles, qui sont en lien avec la grande déclaration qu'on a faite de meilleur humain, meilleur monde. Ouais. En fait, quand je t'entends, j'ai l'impression que aussi c'est une question de montrer que ça se peut dans
dans un exemple extrêmement fort et parlant qui va comme... Parce que c'est facile quand tu fais des déclarations de se faire réfuter. Mais là, quand quand tu commences à avoir des preuves tangibles, là, Ouais. là, ça commence à être difficile de dire qu'un bureau, ça peut pas juste être des rangées de cubicules. J'exagère un peu, là, évidemment, là, mais... Ouais. Ben, c'est tout à fait vrai parce que, tu sais, comme faire une déclaration, encore une fois, qui est appuyée par un projet dans lequel personne d'autre, mettons, sain d'esprit s'est lancé, puis démontrer que nous, on l'a fait, donc vous n'êtes pas obligé de faire aussi compliqué, mais au moins faites quelque chose. Mm-hmm. Écoute, Daniel, on va s'arrêter là-dessus. Puis j'aimerais ça souligner ton immense générosité dans la conversation qu'on vient d'avoir, mais aussi dans tout ce que tu fais, en fait, parce que tu sais, comme j'ai dit tantôt, tu aurais pu décider de faire ça pour tes entreprises, puis garder ça comme dans ton petit cercle, mais comme tu choisis, toi, d'essayer d'influencer puis de faire changer les choses de façon beaucoup plus large. Puis ta phrase ou ton slogan, le meilleur humain, meilleur monde, ben j'ai le goût de te dire merci de faire partie, de l'incarner en fait. Moi, tu walk the talk comme on dit en anglais. C'est bien gentil, merci beaucoup Magali. Alors si on veut avoir de l'info sur Stevia, on a mis un lien sur une vidéo qui en parle. Je pense qu'il y a une page Facebook, il y a un site web qui s'en vient. Oui. Sinon, l'entreprise qui t'occupe beaucoup, en fait, il y en a plusieurs, mais on t'avait mis comme titre, comme fondateur de Diversico. Donc, Diversico a un site web qui peut être consulté également. Puis sinon, ben écoute, j'invite les gens à aller voir ça, puis à pas être découragé par l'ampleur de tes grands projets, mais plutôt de voir ça comme une preuve qu'on commence par un pas, puis ça peut mener jusqu'à quelque chose d'aussi époustouflant. C'est bien gentil, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup de ta participation, puis aux fidèles des Conversations à quoi on rêve. On se retrouve la semaine prochaine à 11h30 pour la dernière de cette saison. Puis après ça, on va faire relâche pendant 2 semaines pour reprendre au mois d'août. Et je vous rappelle que si vous voulez aller regarder les conversations ou les entendre, celles du passé, vous pouvez vous rendre sur le site balado.magalieco.com. Sinon, toutes les conversations sont aussi disponibles en format audio sur Spotify, iTunes et puis Google. Donc, ben merci encore, Daniel, puis bon été à toi et toute ta tribu. C'est un grand plaisir, merci. Salut, au revoir. Bye.